on a plus de monde à nourrir dans le sol qu'au-dessus, quoi. Et je pense Ah ouais. que c'est important de le prendre vraiment en notion, parce que si on nourrit correctement tout ce qu'il y a sous nos pieds, et bah, il nous le rendra parce que c'est la chaîne trophique, voilà, c'est la chaîne du système et ça reste une première base, le sol. C'est lui qui nourrit un peu le reste après au niveau des plantes, que nous, on se nourrit de ces plantes-là. Donc là, je vais vous partager un travail que j'ai fait quand j'étais conseiller sur la similitude entre la panse d'une vache et le sol. Plus j'avance et plus je trouve qu'il y a vraiment une similitude assez intéressante. Et donc là, je vais faire une petite présentation en 3-4 points où je vais vous parler de la chaîne trophique, de la matière organique d'un sol et puis d'une vache. Et après, je vous fais en 3 points la répartition de la diversité des microbes d'un sol et d'une vache. Deuxième point, une deuxième partie sur la biomasse des bactéries, champignons, protozoaires d'un sol et d'une vache. Donc BSP, c'est ça, c'est bactéries, champignons, protozoaires. Et le troisième point, c'est le nombre de ces bactéries, champignons, protozoaires dans un sol et dans une vache. Et une conclusion. Donc, du coup, j'ai commencé par la chaîne trophique que vous connaissez, je pense, en partie pour pas mal de monde. Mais voilà, en premier, voilà, c'est les plantes, ça fait une production aérienne de racines. Après, ça fait de la matière organique, donc des résidus. Et les premiers intervenants de la dégradation de la matière organique, ça va être les bactéries, champignons et protozoaires, quoi. C'est vraiment un des gros piliers quand même de la première phase de dégradation. Et après, ça va ensuite de la chaîne trophique, un peu plus gros. Mais c'est toute première dégradation commence par des bactéries, champignons, protozoaires. Et au niveau d'une vache, comme dit un peu Marc-André Selos dans le livre Jamais seul, que je pense que, enfin, voilà, qui est assez connu, une vache se nourrit pas d'herbe, mais des bactéries contenues dans son rumen, quoi, qui font fermenter l'herbe qu'elle a broutée. Donc ça montre bien que la digestion ruminale est vraiment réalisée, et ça, voilà, il y a des, faut que je vous donne des références, mais par des bactéries, protozoaires, un peu d'archée et un peu de champignons. Donc au niveau de la synthèse de la chaîne trophique, on peut voir que les premières phases de dégradation de la matière organique dans un sol, c'est par des bactéries, champignons, protozoaires, mais aussi comme pour une vache, au niveau du fonctionnement du rumen. En fait, au départ, on alimente les mêmes espèces de micro-organismes. Après, au niveau de la matière organique, la vache fasse nourrir de la matière organique des plantes. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai le fil conducteur de cette formation, ça va être j'ai appelé ça les BSP, bactéries, champignons, protozoaires. C'est la chaîne trophique pour voir s'il y a déjà des similitudes entre le fonctionnement du rumen et le fonctionnement d'un sol. Voilà, ça se rapproche quand même un petit peu au niveau de la dégradation des premiers intervenants, bactéries, champignons, protozoaires. Donc le premier point, au niveau de la répartition de la diversité de ces microbes dans un sol et dans une vache. Donc au niveau d'un sol, c'est plus diversifié dans un sol que dans une vache. Voilà, là on peut voir un peu un graphique, je vais vous l'agrandir un peu, des organismes vivants du sol. 40% dans un sol, c'est des champignons, des algues, 40% c'est des bactéries et deux autres mycètes, des vers de terre, autres macrophones et mésomicrophones. Donc, c'est assez diversifié, alors que pour une vache, voilà, la répartition est différente. C'est quand même beaucoup des bactéries, un peu de protozoaires et des champignons. Donc voilà un peu au niveau de la diversité dans un sol est plus grande au niveau répartition. Maintenant, on parle du deuxième point, ça va être la biomasse de ces champignons, bactéries, protozoaires dans un sol et dans un rumen. Donc j'ai pris deux sols différents, un sol céréalier et un sol de prairie. Donc ça, c'est des valeurs du bouquin de Frédéric Thomas et de Mathieu Archambault. Je ne sais plus comment il s'appelle le nom, mais je pourrais vous redire. Eux, ils ont compté pour un sol céréalier qui est à peu près en moyenne 18 GB de vie biologique dans un sol. Et dans une prairie, ça peut aller jusqu'à 50 UGB. Donc un UGB, c'est à peu près entre 600 et 700 kilos. Donc voilà, réparti en tonnes par hectare, 10 UGB de vie biologique, ça fait 6-7 tonnes de vie biologique totale, quoi. Et dans un sol de prairie, 50 UGB, ça fait 30 à 35 tonnes de vie biologique. Donc, je trouve ça quand même intéressant, cette notion-là, parce qu'on se rend compte que, voilà, un sol, ça pèse très lourd, ça pèse sur 30 cm 3500 tonnes. Et en fin de compte, c'est une petite répartition de ce poids-là, 6-7 tonnes ou 30 tonnes, 6-7 tonnes ou 30 tonnes qui font travailler ce sol-là, quoi, qui font rendre vivant. Donc c'est ça qui est intéressant, je trouve.
Et donc, si on prend 80 de ces 6-7 tonnes ou de ces 30-35 tonnes, ça permet de voir la biomasse de bactéries, champignons, protozoaires dans un sol de céréalier ou dans un sol de prairie. Pour donner un peu des notions, mais en fait, la biologie d'un sol, ça représente vraiment rien en termes de poids du sol. Pour regarder, ça représente 0,0013% ou 0,16%, quoi. C'est vraiment, c'est peanuts le poids. Mais c'est pour ça, moi, je trouve ça intéressant, cette notion-là, c'est que des fois, peu de choses peut faire beaucoup de choses, quoi. Et notamment, ce pourcentage-là paraît très faible en termes de poids, mais par contre, si on le fait bien travailler, bah, il peut avoir d'énormes conséquences sur le fonctionnement du sol, la production, la qualité, enfin, sur tout le vivant qu'il y a après. Et pour une vache qui fait entre 600 et 700 kilos. Il y a peu de références là-dessus. Il y en a une de Joigny en 1978, donc qui est assez vieille. Il y aurait entre 2 à 3 kilos de bactéries champignons dans le rumen d'une vache. En termes de pourcentage de ce poids par rapport à la vache, ça représente à peu près les mêmes ordres de grandeur que dans un sol. C'est 0,038 bah, c'est une fille biologique qui travaille dans ce rumen, quoi. Dans un rumen, voilà, des notions, il y a un volume de 100 à 200 litres et il y a 90 litres de digestat. Voilà, les autres 90 litres, enfin l'autre moitié des 150-200 litres, c'est de l'air, quoi. On peut voir que le pourcentage du poids de la biomasse biologique par rapport à son contenant, soit dans un sol ou dans une vache, bah, il est quand même très proche, quoi. Il est 10 puissance moins 3, 4,4 pour quand on fait la moyenne d'une prairie, ou d'une vache, 3,8. Quand on fait une petite première synthèse, c'est que en termes de diversité, c'est plus diversifié dans un sol, mais par contre, en termes de biomasse, donc de poids par rapport à son contenant, et bah, c'est pratiquement similaire entre une vache et un sol. Et après, dernier point, pour pas trop faire lourd, parce qu'après, ça fait vite trop de chiffres, c'est le nombre de ces bactéries champignons dans un sol ou dans une vache. Le nombre de microbes totaux dans 1 gramme de sol, on dit qu'il y a entre 1 million et 1 milliard, à peu près, c'est un peu les notions. Et à l'hectare, donc sur 30 centimètres de sol, ça fait entre 3,5 et 3,5 trimillions, quoi. Donc c'est assez important. Donc si on prend que la catégorie bactéries, champignons qui représente 80%, voilà, ça représente entre 2,8 milliards ou 2,8 trimillions. Donc 10 puissance, faudrait que je regarde, je crois que c'est 10 puissance moins 10 puissance 16 les trimillions. Et une vache, on parle en jus de rumen. Dans 1 millilitre de jus de rumen, et comme il y a 90 litres de jus de rumen dans une vache, dans 1 millilitre de jus de rumen, il y a entre 100 milliards et 1 billion de bactéries, champignons, protozoaires. Donc, dans une vache qui fait 90 litres, on a entre 9 milliards et 90 milliards de bactéries, champignons, protozoaires. Donc, si on fait la synthèse entre un sol et une vache, eh ben, on voit que dans un sol, c'est entre 2,8 et milliards ou trillions, et une vache entre 9 milliards et 90 milliards. Donc, on peut voir que quand même dans une vache, peut avoir pratiquement autant de bactéries, champignons, protozoaires que dans un sol de 30 centimètres, quoi. En conclusion de tout ça, c'est que bah, la valorisation de la matière organique fraîche, on appelle ça la MOF, commence par les bactéries, champignons, protozoaires, comme pour les vaches que pour un sol. En relatif par rapport au poids d'une vache ou d'un sol, bah, c'est assez proche la répartition de ces bactéries champignons, ainsi que le nombre total de ces bactéries champignons protozoaires. Par contre, les seules différences, les différences qu'il y a entre un sol et une vache, c'est que c'est beaucoup plus diversifié dans un sol que dans une vache au niveau des répartitions. Et bah, le poids total, vraiment, quand on prend que le poids total et qu'on ne fait pas par rapport à son contenant, bah, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de bactéries, champignons, protozoaires dans un sol que dans une vache. Mais si on regarde ça dans le contenant, dans un sol, et bah ça, c'est similaire. Donc moi, je trouve que suite à ça, un peu, enfin le travail que j'avais fait là-dessus, je trouve que la vache fonctionne de façon proche à un sol. Enfin, je trouve que ça permet de comprendre que la nutrition d'une vache et d'un sol peut se coïncider, quoi. Et que notamment, il y a une grosse recherche qui a été faite sur la nutrition des animaux avec les valeurs d'énergie, protéines, sucres solubles, les quantités de matière sèche, les teneurs en cellulose, en lignine, pour bien avoir des systèmes optimaux du rumen. Bah, peut-être qu'on peut les projeter à gérer aussi des rations pour les sols.
Et en fait, c'est ce que j'ai fait dans d'autres parties, de la formation, si on l'a fait un jour, sur, comprendre comment est composée une plante, les racines et les feuilles pour optimiser, en fait, la ration d'un sol, quoi. En fait, l'idée de tout ça, c'est de pouvoir, travailler sur, travailler sur la ration, pour nourrir un sol, grâce aux valeurs que l'on a des tables INRA ou des analyses de fourrage par les fourrages pour alimenter les vaches. Donc voilà, j'ai commencé à faire des petites choses comme ça et notamment à faire des restitutions, de fauches, à l'automne, de fourrage au sol, enfin des choses comme ça pour équilibrer un peu la ration, apportée au sol. Et il commence enfin voilà, il ça fait des belles choses en tout cas et je vais continuer un peu là-dessus. Et en fait, l'idée un peu, c'est de dire: «Bah, voilà, cette prairie-là, j'ai besoin qu'elle me produise, 7 tonnes de matière sèche pour mes vaches, et ce qui reste après, bah, je le donne au sol, quoi». C'est pas dans l'idée de dire, «Je vais tirer jusqu'au bout ce que je peux», mais c'est plutôt de dire: «Bah, il me faut ça pour nourrir mes vaches». Et le restant, ce sera, je travaillerai au maximum pour que ça produise pour nourrir mon sol, pour qu'il puisse après nourrir mes plantes. Voilà un peu en gestion prairie, ce qu'on a fait un petit peu. Et en fait, on gère, l'alimentation, d'un sol comme une alimentation d'une vache et donc ça veut dire que la dernière coupe, je la fauche et je la fane comme si je faisais du foin, quoi. Je fais du bon boulot pour nourrir une vache comme pour nourrir un sol. Donc un peu comme les systèmes que font, les ball grazing ou je pense les stocks sur pied où en fait il y a une grosse part de restitution, au sol qui fait que, ça équilibre la ration, quoi. Et donc voilà un peu ce que je peux vous dire, mes premiers travaux, entre un sol et une vache. Super, merci Étienne. Ce que je trouve super intéressant, c'est la notion de UGB par hectare de micro-organismes qu'il faudrait quand même nourrir. Et le plus fertile que le sol il va être, le plus cette norme d'UGB va augmenter et le plus il faut penser à leur donner à manger, quoi. Après, ça va dans un cycle positif. Je suppose que le plus que UGB qu'il y a, qui vont nourrir les plantes, le plus les plantes peuvent aussi également après nourrir les microbes que derrière, après la vache a peut-être besoin moins de manger parce qu'ils sont plus nourrissants et du coup, tu vas restituer encore plus. Mais juste de garder ça en tête, de combien de UGB on a encore en plus sur sa ferme. On a plus de monde à nourrir dans le sol qu'au-dessus, quoi. Et je pense que c'est important de le prendre vraiment en notion. Parce que si on nourrit correctement tout ce qu'il y a sous nos pieds, et il nous le rendra parce que c'est la chaîne trophique, voilà, c'est la chaîne du système et ça reste une 1re base, le sol. C'est lui qui nourrit un peu le reste après au niveau des plantes que nous, on se nourrit de ces plantes-là. En travaillant, là-dessus et c'est l'intérêt des prairies parce qu'en fait, comme elles produisent tout le temps on peut se permettre des fois, de dire: «Bah, là, je produis pour mes vaches, là, je produis pour mon sol», pour continuer à avoir des bonnes productions sur la prairie, quoi. J'ai déjà entendu quelqu'un parler d'une comparaison entre la panse de vache et le sol. C'était Gary Zimmer, aux États-Unis, qui fait beaucoup de culture. Il a un élevage laitier, mais il fait beaucoup, beaucoup de culture avec le rendement en bio qui dépasse ses voisins en conventionnel. Il dit comme ça, un sol, c'est comme une vache. Il y a des formations en vache laitière, en technicien. Il faut le nourrir, mais on peut le donner de la chasse aussi. Il digère très, très vite tout ce qui est très, très vert, très azoté. Comme ça, on voit bien avec les vaches, c'est le même problème. Il digère très vite, mais il digère pas bien, en fait. Ça passe en travers. Et il parle beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Donc, c'est super de voir parce que c'est un peu oublié ce qu'il a fait il y a 20-30 ans. Et je vois vraiment cette parallèle-là. Et c'est vraiment exactement comme une vache, hein. On voit bien que ça digère la matière verte super vite et tout ce qui est très ligneux, il digère lentement, quoi. Mais comme une vache, quoi. Mmh. C'est Ouais, ouais, et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que, on est plutôt excédentaire en carbone dans les systèmes prairiaux parce que, il y a beaucoup de racines et les racines de prairies se renouvellent tous les 2 mois, pratiquement, enfin, selon les stades, mais ça se renouvelle énormément les racines de prairies. C'est pour ça que c'est SCP1, hein, c'est grâce à la que ça se recrée tout le temps, naturellement et du coup, les racines, ils ont des rapports C/N. Quand on fait des analyses de mulchage de racines,
ils ont des rapports C/N moyens en moyenne de 50, donc très très riches en carbone. Ah, ok. Et c'est pour ça que pour moi, en fait, c'est important d'équilibrer la ration parce qu'on voit que en fait, on apporte déjà largement assez de carbone au niveau exudat racinaire et des restitutions de racines qui poussent naturellement dans nos sols de prairie. Mais comme toute la partie foliaire, on l'exporte beaucoup dans les prairies de fauche. Les prairies pâturées, c'est différent, c'est beaucoup mieux déjà. Parce que en fait, les vaches valorisent beaucoup plus le carbone, enfin l'énergie, que l'azote. Elles restituent 70% de l'azote de ce qu'elles mangent dans l'herbe, les vaches. Donc, c'est ça qui est bien dans une vache, c'est qu'elle prend le meilleur et elle laisse le meilleur pour le sol quand c'est en pâturage. Mais on ne peut pas faire du pâturage partout, en tout cas. Enfin, nous, dans nos systèmes, on ne peut pas. Et je trouve, en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que quand on commence à regarder les plantes, tu vois en fait que toute la plante en entière est bonne pour nourrir le sol. Et donc, en élevage, des fois, c'est un peu difficile de garder toute la plante pour nourrir le sol parce qu'il faut nourrir un peu les animaux. Mais que quand on commence un peu à nourrir le sol, et bah, il y a peut-être une année, c'est un peu difficile parce que faut autant nourrir les vaches que le sol quand tu débutes le cycle. Mais après, quand le cycle a commencé, et bah, ça compense complètement le phénomène. Et ça, on l'a vu avec 2-3 agriculteurs où l'année dernière, ils ont fait des fauches de restitution à l'automne sur 1 ou 2 hectares. Et quand ils ont vu l'effet que ça a fait l'année dernière, enfin cette année sur les rendements, alors que c'était un année de sécheresse, bah, ils en ont fauché 25-30 hectares quoi, pour restituer au sol. Et c'est peu, en fait, c'est peu de biomasse. Et c'est juste ce petit verre-là. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. C'est comme la vie du sol, il n'y en a pas beaucoup dans le sol. Mais par contre, le restituer ça, ça fait vraiment du bien. C'est comme quand on donne du regain à des vaches. Du regain pour faire. On donne du foin. Donner du foin assez ligneux, ça va être 60-70% de la ration. Et après, on donne un peu de regain pour donner un peu du meilleur. Bah, rien que déjà juste 20-30% de ça, ça améliore la productivité, la santé de la vache. Enfin, ça fait du bien quoi, dans le bol alimentaire. Et il n'y a pas besoin de beaucoup pour rééquilibrer la ration. Quoi. Donc ça qu'ils ont fait, ils ont fauché alors. Donc la dernière coupe de l'année qui, de toute façon, c'est peut-être trop compliqué de faire en foin, vu la Ouais. saison. Et donc celui-là, il est fauché, mais ils ont quand même fait l'effort de faner. Ouais, bah on l'a fané parce que bah, des fois ça dépend les faucheuses comment tu es équipé. Si tu une faucheuse bien à plat qui est étale landin, et bah bon voilà. Mais des fois et moi j'aide vraiment les agriculteurs à maximiser les pousses d'automne parce que c'est elles qui font les maximums de réserves pour l'année suivante. Et plus les réserves sont bonnes, plus le rendement sera important l'année prochaine. Donc ça veut dire que déjà, on a apporté le fumier fin septembre, souvent, dans les prairies, pour maximiser cette mise en réserve et cette production de glucides grâce à la photosynthèse. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de feuilles. Donc souvent, la coupe que l'on fait à l'automne, là, en ce moment, elle peut faire des fois 1,5 tonne, 2 tonnes de matière sèche, quoi. Le fait de la faner, ça va l'aider un peu à la dégrader, ça va l'aérer, quoi. Étienne, là, toi, tu parles des coupes, donc à peu près à cette époque-là, alors, sur les prairies de fauche, quoi. Bah, sur les prairies de fauche ou les prairies qu'on ne peut pas pâturer par les génisses ou les vaches parce que on a déjà trop à pâturer, surtout cet automne où c'est vachement poussant. On peut pas pâturer partout. Et bah, faut pas laisser cette biomasse en l'air. Pour moi, faut pas la. Surtout, il y a l'hiver qui va arriver. Et puis l'hiver va sécher toutes ces feuilles-là. Et puis après, ça va avoir du mal à repartir derrière parce que toutes les prairies mal broutées entrées d'hiver ressortent mal sorties d'hiver parce que ces feuilles. Il n'y a pas de nouvelles feuilles qui vont repartir. Et donc, voilà, c'est à faire sur les parcelles que tu peux pas. Si on peut pâturer, c'est mieux le pâturage, hein, c'est sûr. Mais par contre, il faut faire attention. Ce que j'aime bien dans la fauche, c'est que tu respectes les 7 cm de hauteur et tu fais pas de surpâturage. Et le problème des gars, souvent, en automne, c'est qu'ils font du surpâturage parce que l'été a été compliqué. On veut gratter jusqu'à la fin la prairie. Et du coup, on va prendre toutes ces réserves, parce que c'est là où on a fait beaucoup de réserves, la gaine et les racines. Et les surpâturages d'automne, pour moi, occasionnent énormément d'effets néfastes, notamment depuis des années dans l'Allier, parce qu'on a eu des étés très séchants et du coup, on a dû brouter jusqu'à tout ce qu'on pouvait l'hiver.
et Ouais. qui fait qu'au printemps, les prairies pouvaient pas repartir parce qu'en fait, on les avait séchées à l'automne, quoi. Est-ce que dans les expériences que vous avez eues entre, la fauche et le fanage et le broyage, tu vois, avec un broyeur de jachère ou J'ai pas comparé, mais comme je te disais, moi, je veux vraiment alimenter une vache un sol comme une vache, pardon. Et je sais que tout ce qui est en pouvoir fait plusieurs. tu as peur Euh, de l'acidose, c'est ça que tu veux me dire? En brin trop ouais, cuit, tu tu voilà. Et puis surtout, tout ce qui est un peu broyage, on sait que ouais, derrière, au niveau du rumen, bah, ça va vite transiter, enfin, ça va vite se dégrader. C'est déjà mmh, vite dégradable comme produit. Et puis la faucheuse, en plus, pour moi, économiquement, c'est plus rentable la faucheuse. Tu mets un petit tracteur, là, comme c'est beaucoup d'eau, il y a pas une grosse biomasse, à 1 500 tours, tu fauches, il y a pas besoin d'un broyeur, qui fait un peu ouais. des andins, qu'il faut des je Bon, suis en moins gros, fan du broyeur, mais après, toi, tu préconises, la frontale devant, la petite toupie derrière et c'est parti, quoi. ouais, si tu peux faire comme ça, c'est encore mieux, ouais, tu fais tout en un, ouais. OK, je vois le truc. Et puis pour moi, c'est important de restituer ce fourrage de qualité maintenant parce que tu vois, voilà, je prends la température des sols en ce moment, je suis à 1000 mètres et le sol est encore à 16 degrés en ce moment. Donc c'est les températures quand même optimales de vie biologique entre 10 et 15 degrés. C'est là où tout le monde vit à gogo. Et donc là, de donner à manger à ce moment, en plus, c'est le moment où il y a les mises en réserve des prairies. Donc ça veut dire que plus tu donnes à manger à ton sol, plus ça va minéraliser pour aider la plante à faire des bonnes réserves. Et plus la plante fait des bonnes réserves, plus elle repart très fort au printemps et qu'elle n'a pas besoin de minéralisation parce qu'elle a ses propres réserves pour partir. Et comme on sait que maintenant les printemps sont de plus en plus précoces au niveau climat, mais le sol est plutôt froid, et bah faut maximiser ces mises en réserve. Et ces mises en réserve là sont faites à l'automne. Il faut bien nourrir cet automne-là en nourrissant le sol, quoi. Et cette dernière coupe-là peut le faire. Dès que le sol, en fait, il arrête un peu son activité, pour toi, même si tu pâturais à cette période-là, l'herbe, il a arrêté de la mise en réserve et du coup, c'est moins important de le nourrir, quoi, pour toi, c'est ça? Ouais, 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 je pense que maintenant, il y a des périodes importantes comme pour une vache, tu as le début de lactation et le tarissement qui est plutôt très important. Mmh. Et le sol, pour moi, c'est l'automne la priorité. Faut le nourrir à ce moment-là. Au printemps aussi pour maximiser la production. Pour moi, le printemps, faut le nourrir aussi, c'est pour, augmenter le rendement de la parcelle. Parce que, voilà, c'est là où il y a la production importante. Ouais, totalement. Et puis après, l'hiver, faut le protéger et avoir un beau matelas de prairie, le plus dense possible pour protéger le sol. Plus le sol est protégé, mieux c'est. En fait, ouais, en fait, c'est super intéressant parce que les périodes pics de coup où la vie microbienne travaille le plus fort, donc dans notre contexte, ce sera l'automne, printemps. Il faut donner au maximum la bouffe. Et les périodes creuses, donc là où il travaille pas beaucoup, parce qu'il fait ou trop chaud ou trop froid, donc l'hiver, l'été, mais là, il faut le protéger de tous ces impacts climatiques extrêmes, quoi. Donc en fait, Pour on doit vraiment les mmh. traiter comme un organisme vivant. Donc je trouve ça super, super passionnant, c'est super intéressant. Ouais, c'est vrai que j'avais pas trop pensé à ça, mais tu vois, c'est pour ça que je trouve que le sol, ça fonctionne vraiment comme une vache, quoi. Tu as des périodes, de pic où tu dois donner le grand maximum d'alimentation parce que c'est une phase importante de croissance et de mise du potentiel de ce que tu as, quoi. Tu veux exprimer le potentiel que tu as et puis tu as d'autres périodes où, bah, faut que tu te calmes un peu pour pouvoir bien exprimer après, quoi. Donc Ouais, exactement. mmh. Pour exemple, pour une brebis, là, je parle de ça, mais heu, il y a des périodes où il faut donner du coup un maximum pour qu'elle produise du lait pour son agneau, super bonne, qualité de manger et tout. Et après, une fois qu'elle est vide, bah, ou qu'elle vient de cette gestion dans une période creux, par exemple l'hiver, c'est même pas super bien si elle est trop gras, quoi, parce qu'après elle prend mal les béliers, tu vois? Mmh. Donc après tu la protèges un peu, tu la tiens un peu au chaud, machin, pour qu'elle va bien, mais tu la bourres plus, voilà quoi, c'est la phase de repos quoi pour tout ça et du coup, c'est un peu comme ça avec le sol aussi, c'est super Et je intéressant. pense que c'est pour ça que, les techniques un peu de ball grazing et tout,
ça a de l'avenir parce que du coup, tu vas pouvoir faire des parcelles parking pendant l'été ou l'hiver, qui fait que tu vas protéger ta parcelle parce que tu auras tellement de déjections et d'animaux et de restitution de foin sur la balle de grazing, et le restant, tu le laisses tranquille, donc tu le protèges aussi. Et surtout de faire ça aussi en été, quoi. Tu parlais de nourriture, de renourrir au printemps ton sol. Tu refais pareil, par une technique de fauche précoce. J'ai acheté des bouquins des années 70 de gestion de fourrage, et les anciens, dans ces bouquins-là, c'est assez fou. C'était quand même, ils faisaient du bon boulot, enfin, ils faisaient du beau travail. Ils faisaient déjà ils appelaient ça des déprimages mécaniques. Les parcelles, en fait, qui peuvent pas faire de déprimage par des animaux, qui a un effet quand même bénéfique, le déprimage, et ben, ils le font mécaniquement, par une fauche. C'était une fauche avec exportation. Non, déprimage, non, là, il fauchait et laissait au sol. Ah ouais, d'accord, ok. Bah, le déprimage, il n'y a pas beaucoup d'herbe, hein, ça fait moins d'une tonne, peut-être 0,5 tonnes de matière sèche à l'hectare, hein, et tu fauches pratiquement rien des fois, hein. À l'œil comme ça fait, tu te dis mince, je fais pas grand-chose. Mais comme c'est un fourrage de super qualité, et ben en fin de compte, t'as pas besoin d'en amener beaucoup pour stimuler. Bon, ce qui est intéressant dans ta comparaison, de toute manière, le point similaire en fait des deux digestions, c'est que ça digère la matière organique. L'herbe, quoi, hein, je veux dire, c'est les deux mêmes objectifs en tout cas, quoi, hein, pour le sol. Et après, je suis allé un peu plus loin, dans les valeurs d'énergie, de MAT. En fait, après, j'ai fait un travail sur les conditions optimales du fonctionnement du rumen. Et du coup, derrière ça, on a des indicateurs de quantité d'énergie, de quantité de cellulose, de quantité d'azote, de sucre soluble qu'il faut pour nourrir une vache. Et après, en fait, tout ça, on peut le transmettre à un sol, quoi. Et c'est pour ça que je pense que notamment beaucoup de prairies, des agriculteurs qui ont des prairies permanentes qui fonctionnent plus trop, bah, c'est par des excès de carbone, quoi. On a tout exporté au maximum parce que bah, ça produisait pas, et puis le moindre herbe qui poussait, on l'a pâturé. Donc du coup, on l'a fauché sans respecter les mises en réserve, la gestion de la mise en réserve de la plante, qui fait que bah, on a très carbonisé le système. On a des sols très riches en matière organique, mais qui travaillaient pas, quoi. Parce qu'on n'a pas équilibré avec de l'azote en face, comme un peu un rumen. Après, ça dépend de tes objectifs, hein, mais si tu veux un petit peu optimiser la production, et bah, il faut chercher un équilibre entre le carbone et l'azote, quoi. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire. Super intéressant. Bon, c'était une belle discussion. Merci, Étienne.